Bonjour papa Patrick, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, je suis en pleine forme. J'espère que toi aussi. Ah bah non, moi c'est pareil. Le froid revient apparemment ce week-end. Il prévoit quoi, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais il prévoit quand même on va arriver à -20. Ça va être Ah oui, froid, OK, froid. non, j'ai pas vérifié. En tout cas, merci de te joindre à moi aujourd'hui, sachant que tu as un rôle de papa un peu particulier. Et Mmh. j'aimerais bien apprendre un peu plus avec toi. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de toi et de ce rôle de papa particulier que tu as? Oui, ben, en fait, je suis encore papa d'accueil, donc c'était l'idée de mon ancienne conjointe. Elle avait envie de devenir, famille d'accueil. Marie-Hélène, c'est une fille qui veut aider tout le monde, tous les autres passent toujours avant elle. Puis, elle avait envie, là, de faire du bien, à des enfants qui ont un début de vie un peu difficile. Puis, nous, c'était pratiquement au début de notre relation. Puis, je me souviens qu'elle dit: «Bon, ben, si tu veux être dans ma vie, là, il va falloir que tu acceptes, qu'il y a des enfants qui arrivent comme ça, à un moment donné». Puis, ben, écoute, moi, j'étais aussi, quand même emballé par le projet. Puis, donc je suis devenu papa d'accueil. Donc, on est devenu une famille d'accueil. On a eu, plusieurs, enfants qui sont passés dans la famille là, depuis c'est autour de 2013, 2012 qu'on a commencé à recevoir des enfants. Puis il y en a plusieurs, il y en a quelques-unes, des filles qui sont restées là jusqu'à majorité. Donc, je suis devenu papa d'accueil grâce à mon ancienne conjointe qui est maintenant ma meilleure amie. En fait, quand tu es, comme, famille d'accueil dans le rôle aussi de papa d'accueil, est-ce que c'est comme une période temporaire? C'est limité dans le temps? Comment ça se passe, dans ce cas-là? Ben ça, c'est une difficulté qu'il fallait envisager en partant parce que évidemment, les enfants, on s'attache à eux, et eux s'attachent à nous. Et dans certains cas, ça pourrait être temporaire. Donc, il y a toujours comme un peu, on se met sur nos gardes dans le sens que, ben, peut-être que l'enfant va rester 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans avec nous. On le sait pas. En partant au départ, on le sait pas. Il y a des cas où ben, ça va être jusqu'à majorité. C'est selon là, est-ce que les parents sont encore dans le décor? Est-ce que les parents sont aptes à jouer leur rôle de parents? Donc, on ne le sait pas. Donc, il y a comme une protection qu'on se fait au départ parce que c'est un peu l'inconnu. Normalement, après quelques mois, 4, 6 mois, 8 mois, il y a un jugement de la cour qui va décider, bon, ben, est-ce que l'enfant va demeurer un peu plus longtemps? Mais des fois, ça pourrait être encore, on va prolonger d'une année et d'année en année, on doit renouveler. Nous, on a quand même été assez chanceux parce qu'il y a au moins 3 des filles là, qui sont demeurées jusqu'à majorité. Ça a pris peut-être à peu près là, 6 mois, 1 an avant que on se rende compte que ben ils repartiront plus. Là, on va partager leur vie là, jusqu'à majorité. Est-ce que ça débouche sur, une sorte d'adoption ou pas du tout? C'est vraiment une famille d'accueil et puis on joue le rôle de parents, Mhm. avec eux pendant X temps? Ça pourrait. On a eu l'offre à un moment donné, là, la plus Mmh. vieille, là, la première fille qui est arrivée, là, Marlie, qui est maintenant majeure. On a eu une proposition. Est-ce que vous voulez adopter la jeune fille? Mmh. C'est une possibilité. Euh, Nous, on n'a pas adopté, mais ça aurait pu être un choix là, qui est possible. Ça aurait pu être possible. Mais pour nous, il n'y a pas de différence. Hein, Marlie, aujourd'hui, elle a 23 ans, puis quand elle est arrivée chez nous, elle avait 8 ans. Donc, pour elle, on est ses parents, hein, c'est les personnes qui ont pris soin d'elle, qui l'ont aidée. Puis pour nous, ben, c'est notre fille. Si on me demande, as-tu des enfants? Ben oui, j'ai une famille d'accueil, mais Marlie, c'est une de mes filles. C'est ça que j'ai trouvé intéressant quand on a échangé ensemble par rapport à ce rôle-là que tu portes de papa d'accueil parce que, ça fait un moment que je réfléchis sur le concept de famille. Le rôle de chacun, est-ce que c'est lié à des liens de sang? Est-ce que c'est lié à, on va dire des parents biologiques?
où c'est la notion de famille, c'est quand même un concept qui peut lier des sexes différents, comme il peut lier des personnes différentes, des cultures différentes, des familles recomposées. Et ton rôle ou la situation que tu vis, je trouve ça intéressant. Peut-être je vais te poser des questions plus liées à ça, très Mhm. spécifiquement, parce que j'apprends et je vais apprendre à travers le rôle de papa que tu joues dans ce cas en particulier, Mhm. qui n'est pas quand même assez, on va dire, assez commun qu'on croise en fait tous les jours. Donc je te remercie d'avance Mhm. de tout ce que tu vas partager avec moi sur ça. Ah ben, avec plaisir. Je ferai de mon mieux pour répondre à tes questions. Ah, j'en ai une série. Je les Ah sors, oui. je vais les sortir en fonction de comment la discussion Ouais. va aller entre nous. Tu mentionnais tu sais, la famille, peu importe, est-ce que ça a un lien avec génétique, la culture? Ben Marlie, tu vois, quand elle est arrivée, elle est arrivée d'Haïti, c'est une Haïtienne. Elle est arrivée ici avec son père, puis bon, elle a eu des problèmes en partant avec son papa biologique. Puis, ben, tu vois, elle a intégré dans notre famille avec l'ouverture, justement, de recevoir quelqu'un qui a de d'autres cultures. À un moment donné, on a même il y avait une Pakistanaise qui est passée un peu plus d'un an chez nous. Donc, la joie de découvrir d'autres cultures, hein, un peu comme là, toi, tu apprends un peu sur le rôle de papa d'accueil, mais d'apprendre par rapport à la culture là, pakistanaise, ça a été riche, ou haïtienne, là, pour ce que Marley se souvenait. Là, c'est riche tout ça. Ouais, ça nécessite une sorte d'ouverture d'esprit parce que tu sais pas qui sera la personne qui va venir habiter aussi avec vous. Mhm. Et je trouve ça beau aussi de dire, bah tiens, arrivé à 8 ans, 23 ans en fait d'âge maintenant, ça me réconforte avec la notion de famille, qui est plus un concept de connexion humaine, peu importe éventuellement d'où on vient. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton rôle de papa d'accueil? De faire une différence. Honnêtement, quand le projet, Marie-Hélène m'avait proposé le projet, ben, c'est de faire une différence dans la vie d'un autre petit être humain qui n'a pas eu la chance de partir avec toutes les bonnes références, avec l'amour, avec l'attention, l'écoute. Donc, de sentir que tu vas aider quelqu'un une aide qui va avoir une influence sur toute sa vie. Hein, le départ, là, c'est pour ça que nous, on a toujours eu c'est les petites filles qu'on a eues, là, à peu près de 7 8 ans. Il y avait toujours à peu près le même âge parce que c'est un âge où on peut faire une différence. En tout cas, c'est plus facile parce que recevoir une adolescente, par exemple, de 15 ans, on en a eu, mais c'est très difficile d'aller faire une différence. Hein? Le moule, il est comme déjà fait. Donc, ouais, de faire la différence pour aider une autre personne. Tu as mentionné tout à l'heure qu'il y avait des enfants que vous avez accueillis de cultures différentes, qui peuvent avoir peut-être des façons, peut-être par rapport à leur âge ou autre, ça dépend et tu as mentionné aussi l'adolescence par rapport à certaines règles et limites. Est-ce que cette question-là, et en tant que papa, tu as pu l'aborder ou mettre en place des sortes de règles, des limites à respecter dans la maison? Euh, Nonobstant la culture ou la religion, ça s'est fait naturellement. Donc, oui, quand on reçoit un enfant, on lui explique un peu les règles de la maison, sans mentionner nécessairement que c'est des règles. Voici comment on fonctionne, nous. Nous, Mhm. chacun, par exemple, chacun va contribuer au ménage ou à l'entretien de la maison. Chacun va avoir sa tâche. Puis, ben, selon l'âge, la tâche est différente. Hein. Il y en a que c'est juste d'aller balayer le trottoir. D'autres, ça va être de faire le lavage. Donc, tout le monde collabore. Puis là, ben, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règlement, mais il y a un encadrement. Et les enfants, bon, les plus vieux, ils vont aider les plus jeunes. Donc, il va y avoir un lien. Donc, il n'y a pas de règlement, mais les enfants, ils savent un peu comment la maison fonctionne. Donc, c'est ça. Sans mentionner que c'est des règlements, ben voici l'encadrement. Donc, nous, on se couche à telle heure à peu près. Puis, donc, c'est pour garder une hygiène de vie à travers tout ça. Donc, ce qui aurait pu arriver,
Mais c'est pas arrivé, entre autres avec Narbada, qu'elle s'appelait, euh, culture pakistanaise, donc une autre religion. Puis elle est arrivée, elle avait à peu près ça, 15 ans, 14 ou 15 ans. Donc, elle a déjà une façon de vivre, une façon de faire avec sa famille. Et il aurait pu avoir une grande différence entre les deux, mais elle aussi, de son côté, était super ouverte. Puis la façon qu'on l'a abordé, c'était plus nous, on est ouvert à te recevoir, on est curieux de ta culture. Puis je pense que ça a permis l'ouverture de son côté aussi à s'intéresser à nous, à comment on était, puis à respecter l'encadrement qu'on donnait à la maison. Donc, il n'y a pas eu de confrontation, puis il n'y a pas eu d'explication trop directive à faire. Oui, c'était comme une famille qui accueille quelqu'un et non pas comme un camp d'encadrement. Tu dois te réveiller à telle heure, ceci. C'est comment vivre en communauté, Ouais. comment vivre avec les autres qui partagent la même maisonnée. Oui, avec le respect des autres, avec le partage des tâches, le partage des moments de joie, des célébrations qu'on fait. Donc, la participation active avec la famille. En tant que papa d'accueil, putain, je vais dire papa au lieu de dire papa d'accueil à chaque Ouais. fois, parce qu'il y a quand même un rôle, je trouve, il n'est pas très spécifique à accueil, mais il y a quand même un rôle de papa. Quel type d'exemple essaies-tu de donner à ces enfants que tu reçois? Euh, ben, les deux parents étant très différents quand même au niveau des intérêts, moi, dans mon cas, ben, c'était de faire bouger les enfants. Donc, tu sais, Habib, je suis dans le domaine du plein air, donc j'ai cet intérêt-là, puis je crois vraiment sincèrement que bouger est bon pour la santé. Donc, ce que j'essaie de partager, c'est vraiment des activités en plein air, à l'extérieur, d'aller jouer dehors ensemble. On a beaucoup de souvenirs par rapport à des hivers où on va construire des amoncellements de neige pour aller faire des trous dedans, des tunnels, d'aller jouer dehors avec le chien, aller en été en canot, en camping avec les enfants. Donc, c'est l'aspect de bouger et pas de rester dans la maison à rien faire et à être sur le cellulaire ou à écouter juste la télé. Il y a un équilibre entre les deux. Donc, moi, mon influence a été beaucoup de ce côté-là, avec de faire bouger les jeunes, les encourager à bouger. Puis tu vois, ils ont fait du sport. Là. Il y en a une qui a joué au hockey, au volleyball. Donc, ça a sans doute eu un peu d'effet sur leur santé ou le fait de bouger. Tu as mentionné tout à l'heure qu'il y avait comme des souvenirs que vous avez aussi fait, on va dire, eu ensemble, ou des activités un peu diverses. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir en particulier que tu peux partager avec nous sur, Oui, ben oui, il y a un souvenir qui a été plus marquant qu'un autre. En fait, je suis avec deux des filles d'accueil, donc je les amène en canot camping. Donc, on part, on est les trois, puis on embarque, on charge le canot, on amène la tente et tout ça, puis on se rend, là, on a une petite distance à faire, là, quelques kilomètres de canot, on arrive à une île, puis on s'installe, on monte les tentes et tout ça. Puis, la plus jeune des deux qui est avec nous, elle doit aller à la salle de bain, elle a besoin d'aller aux toilettes, mais elle est trop gênée de le dire, donc elle endure, elle a mal au ventre, puis les heures passent, les heures passent. Puis le seul endroit pour aller aux toilettes, c'est une toilette sèche. Les bécosses, là. Il y a une toilette à l'extérieur, puis mais elle veut pas y aller, elle veut pas aller là. euh, mais à un moment donné, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle y aille. Donc, elle sort, elle s'en va. On avait fait un petit feu, là, puis là, elle part à courir, puis elle s'en va aux toilettes. Mais elle est fâchée d'aller aux toilettes. Donc, elle claque la porte. Elle ferme la porte, puis en claquant la porte, le loquet extérieur de la toilette se ferme. c'est- Donc là,
Fait que là, elle est enfermée, elle s'en rend compte. Puis là, nous, on est pas loin, là. On est à peu près 25 pieds de où est-ce qu'elle est, 50 pieds peut-être au maximum. Là, on attend, puis on dit, bon, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est partie aux toilettes, OK. Bon, on attend encore, mais là, à un moment donné, ça commence à faire de longues minutes, là. Bon. Donc, on s'en va voir qu'est-ce qui se passe, on cogne, elle répond pas. Elle répond pas. Elle est tellement gênée, un peu effrayée d'être enfermée là, qu'elle répond pas. Fait que là, on se rend compte que, oui, le loquet extérieur, il est fermé. Mhm. Là, on rouvre la porte, elle est là. Puis là, toute mal, mais elle n'a toujours pas été aux toilettes. Ah, pauvre. Donc là, elle revient avec nous. Puis là, elle veut aller chercher. Elle dit, je vais aller chercher quelque chose dans la tente. Elle est allée dans la tente qu'elle partageait avec sa sœur d'accueil. Et c'est là qu'elle a fait ses petits besoins, dans la tente. Fait que ça a toujours resté. Probablement qu'une fois par année, on l'agace avec ça. Ouais, Ça fait pauvre. longtemps. Ça fait 10 ans de ça, là. Mais c'est intéressant un peu de voir ça parce que moi j'ai mes enfants un peu pareil, c'est qu'ils peuvent se retenir très très longtemps s'ils sont pas à l'aise d'aller en fait faire leurs besoins Ouais. à certains endroits qui sont liés à confort ou pas ou de partage. Mais c'est que moi, là, ayant fait le scoutisme, on peut être un peu partout. On est plus connecté avec la nature qu'un un Ben confort oui. d'un trône quelque Ouais. part. Ah oui. Ah oui. Mais c'est beau de créer des souvenirs comme ça, en fait. Indirectement, c'est qu'il y a des moments où on passe ensemble, puis il y a des choses qui se passent, puis ça fait comme une touche d'humour qu'on échange un moment Absolument. dans un épisode de podcast de Conseil de papa, comme dans ce qu'on Exactement. Ouais, puis là, je vais lui envoyer le lien, puis elle va dire, qu'est-ce que tu as fait là, Patrick? De parler de ça. Mais j'ai pas nommé ton nom. Est-ce que tu veux qu'on mette sa photo ici à un moment de Ouais. On va pas aller jusque-là quand même. Non. Tu peux recevoir, je pense, ou tu as reçu aussi des enfants on va dire, de différents âges. Euh, Est-ce que tu as eu à gérer en même temps des enfants avec des âges différents? Oui, on en avait qui avaient, mettons, 8 ans, 9 Ouais. ans, 10 ans, et une ado là, qui avait 15 ans. On a eu deux ados. Donc, En même temps? ouais, les deux ados étaient pas en même temps. Ok. Ouais, mais il y a eu une ado, là, elle est partie, puis on en a eu une autre. Puis à partir de là, c'est là à partir de ce moment-là, lorsque cette ado-là, elle a quitté, qu'on a dit on prendra plus d'ado. C'est beaucoup plus complexe, hein. Il faut se rappeler que c'est pas nos enfants, donc c'est pas tout à fait la même relation quand c'est ton enfant. Donc il y a toujours, tu sais, même la distance à prendre avec les enfants. Tu sais, les câlins, c'est pas pareil comme les câlins qu'on peut faire avec notre enfant. Donc puis quand c'est ado, c'est plus difficile là, à gérer de ce point de vue-là. Donc on a eu des enfants en même temps qui étaient plus jeunes avec une ado qui était qui avait à peu près 15 ans, là. Est-ce que tu as eu à gérer des conflits liés à l'âge ou autre, comme dans une famille où on se chamaille ou Pas pas beaucoup, vraiment? non, pas vraiment. C'était vraiment l'aspect d'entraide. Donc, la plus vieille, elle jouait un rôle un peu un peu comme elle va superviser un peu la plus petite. Elle va lui donner des trucs parce qu'elle a un certain vécu quand même. Donc, elle va pouvoir aider l'autre qui est plus jeune. Donc, il n'y a pas eu de conflit là, entre les enfants, pas vraiment. Est-ce que ton rôle de papa euh, est stressant pour toi? Non, non, vraiment pas. Je pense que ça s'est fait naturellement. Il y a eu des moments, il y a eu certains moments qu'il y a eu des mini-crises, là, parce qu'il a fallu c'est des enfants quand même, surtout quand ils étaient plus jeunes, là, qui ont un mauvais début de vie, donc il y a des choses qu'ils ont pas appris. Donc, il y a eu des situations à gérer. Mais ni un ni l'autre des deux parents, là, que ce soit Marie-Hélène ou moi, qui a eu un stress ou que ça a créé de l'anxiété sur un long terme, il n'y a pas eu de stress relié à ça. Euh,
Au début, c'est beaucoup de OK, qu'est-ce que je peux faire avec les enfants? Est-ce que je peux partir, aller marcher toute seule avec une des filles? Est-ce que je peux. Là, c'est un ajustement pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, parce que c'est des enfants, on ne l'a pas mentionné, mais qui viennent de la DPJ. Donc, on essaie de voir c'est quoi nos barèmes, là, notre paramètre là, qu'on peut, jusqu'où on peut aller pour respecter l'enfant, être sûr que tout le monde est en sécurité, autant l'enfant que l'adulte. Donc, c'était plus ça qui était à réfléchir, mais ça nous stressait pas. Il n'y a pas eu d'éléments stressants là, dans tout ça. As-tu eu des moments de doute par rapport à ton rôle vis-à-vis des enfants? Oui, plus tard, ou peut-être même un peu aujourd'hui. En fait, moi, depuis 2018, là, Marie-Hélène et moi, on n'est plus ensemble, mais on habite à 7 minutes. Et là, le doute s'est plus installé à cette époque-là par rapport à mon rôle, parce que là, je suis pas là tous les jours maintenant. Là. Donc, je suis là au besoin, je suis là pour supporter. Il y a un problème tout de suite, je peux me déplacer. Donc, le doute s'est installé plus à OK, on n'est plus ensemble. Puis là, on a vécu quand même un bon bout de temps, là, au moins 2 ans ensemble, sans être un couple. Donc, on était là pour les enfants. Donc, il y a un doute par rapport à c'est quoi mon rôle maintenant, donc à ce niveau-là. Mais Marie-Hélène est bonne pour aussi nous rassurer, donc par rapport au rôle qu'on a à jouer. Donc, mon rôle est différent dans le sens que je ne suis plus là tous les jours, mais je suis toujours là pour si une des filles a un besoin ou si Marie-Hélène a besoin d'un support, ben je demeure présent. Donc, le doute s'est fait plus dans notre cas à nous, au niveau après la séparation, au moment de la séparation. Mais avant ça, pas vraiment de doute. C'était, comme je disais tantôt, c'est un peu naturel. En tant que papa ou parent, mais en tant que papa et avec, on va dire, pour des enfants un peu que vous avez et que vous avez eus, il y a quand même un apport à travers des enseignements, à travers des choses de la vie. Quelles valeurs ou principes que tu considères importants en tant que papa que tu as pu partager avec les enfants? Le premier, ça vient en tête, c'est au niveau du respect. Je pense que tu sais, c'est des enfants qui n'ont pas grandi ensemble, ils ne se connaissent pas, puis ils ne nous connaissent pas non plus. Et le premier acte de respect, c'est beaucoup envers les parents d'accueil pour qu'ils comprennent que nous, on est là pour les aider parce que ils vont tester nos limites. Hein. Ils vont toujours essayer de nous confronter surtout au début. Pendant la première année, là, c'est un peu ça. Donc, mentionner au niveau de vous devez nous respecter. Nous, on va vous respecter. Puis, ça a toujours été dans les deux directions. Nous, toi, comme enfant, je vais te respecter, je vais respecter tes besoins, tes attentes, mais je m'attends de la même chose. Tu peux pas te mettre à me crier après, là. Ça, c'est irrespectueux, donc c'est cette notion-là. Je dirais pas que c'est juste moi qui a transmis ça, Marie-Hélène également. Donc, mais je pense que c'est la première notion laquelle on a eu à transmettre, c'était la notion de respecter. Puis évidemment, ben, entre les filles ne se connaissent pas, donc ils viennent de différentes cultures, différents milieux, donc on doit respecter les autres enfants et les parents d'accueil. C'était beaucoup le respect. C'est encore un combat. On travaille tout le temps. Tu sais, c'est pas maintenant ils sont respectueux. Non, il y a toujours du travail à faire de ce côté-là. En tant que papa, avec ton œil de papa, quand tu regardes un peu les enfants que tu as accompagnés et que tu accompagnes toujours, est-ce qu'il y a des qualités que tu admires chez eux? Je vais parler beaucoup pour la dernière parce que là, elle a quitté la maison depuis quelques années. Donc, j'ai pu vraiment prendre du recul puis de voir l'effet qu'on a eu ou l'influence qu'on a eue chez elle. Puis, beaucoup la détermination et l'ambition. Euh, Puis ça, quand elle était plus jeune, on aurait
peut-être pas pensé ça. On n'aurait peut-être pas pu dire ou prévoir qu'elle serait si ambitieuse et qu'elle aurait de l'audace pour aller de l'avant dans ses études et tout ça. Puis avec le recul, tu te dis, wow, elle a de l'ambition, puis elle fait ce qu'il faut pour aller vers une carrière. Donc, il y a beaucoup de, tu sais, il y a un grand avenir. Donc, ouais, l'ambition qu'elle a, puis la déterminée à battre, mettons, certaines difficultés, là, ben, elle passe par-dessus, puis elle travaille super fort, elle est acharnée dans le travail. Donc, la détermination, l'ambition, c'est les deux qualités que je pourrais voir là, chez Marley. On va nommer son nom. Marley travaille fort maintenant. C'est une belle grande fille, intelligente. Est-ce que tu lui as déjà dit ce que tu viens de partager avec moi? Oui, puis il y a pas longtemps, il y a je dirais, il y a un mois ou deux, là, même un mois à peu près, là, on a échangé, puis ben, en fait, ouais, ça a été touchant. Elle a dit, wow, OK, on avait une petite conversation dans la voiture, là, puis lui mentionner que, tu sais, que je l'aime, puis je te trouve bonne de tout faire ce que tu fais aujourd'hui, là. Ouais, c'était un beau moment, ça. Mais t'as raison, hein, de poser la question parce que des fois, on le dit pas, on le mentionne pas, puis on le regrette plus tard. Donc, c'est bien que la personne le sache, puis ça l'encourage. Moi, je considère que de dire les qualités de la personne ou ce que tu trouves qui est formidable, ben, ça va vraiment renforcer son estime de soi, puis elle va réaliser que, wow, OK, c'est vrai que je suis bonne, puis que j'ai accompli des belles choses, là. Donc, ça permet de le réaliser des fois. Est-ce que en tant que papa, tu as appris des choses aussi? Oui, ça c'est sûr. Il doit y avoir une tonne de choses que j'ai apprises parce que c'est un nouveau rôle qui est arrivé. Hein. Tu arrives là, puis tu as 40 quelques années, puis là, ben, tout d'un coup, tu as un, deux, trois enfants qui ont 7, 8 ans. Tout d'un coup, donc l'apprentissage se fait du jour au lendemain. Donc, oui, il y a beaucoup de choses par rapport justement là, par la relation qu'on a avec ces personnes-là. C'est quoi l'approche, l'amour, comment tu donnes l'amour à ces enfants-là, comment tu le reçois aussi, parce qu'ils en donnent aussi à leur manière. Donc, c'est beaucoup dans l'éducation, le temps que tu passes avec eux. Donc, ouais, c'est beaucoup dans la relation que j'ai appris, moi, sur moi, par rapport à comment j'étais. Et ça m'a permis de comprendre que j'étais une bonne personne pour avoir ce rôle-là. Donc, j'ai appris sur moi pour réaliser que, ben tiens, je peux être un papa comme ça, tout d'un coup, avec des enfants de 7 ans, 7, 8 ans. Des familles recomposées, je connais on va dire des papas qui n'ont pas des enfants biologiques, mais se retrouvent avec des familles recomposées, avec des enfants qui connaissaient pas avant. Mhm. Et de voir, c'est un peu ce qu'on donne comme message de beau papa. Là, la particularité, c'est que vous êtes en tant que parents, ce sont pas vos enfants à vous. Est-ce que d'après toi, d'après ton expérience, tu vois qu'il y a une différence dans le rôle, le fait que tu sois beau papa, papa d'accueil ou papa biologique, parce que tu vois, même l'impact est différent, mais est-ce que tu vois des différences avec ça ou des limitations par rapport au rôle en tant que tel? Ouais, je pense qu'il y a des limitations, il y a des différences. Ben, quand c'est tes enfants, c'est sûr qu'il y a une relation encore plus intime. Hein. On parlait tantôt là, des câlins. C'est ton enfant, tu peux le prendre, le mettre sur tes genoux. Ça fait partie un peu là, euh, l'évolution avec nos enfants. Les familles reconstituées, ben, c'est un défi aussi parce que ben, les deux parents sont encore là. Donc là, il y a un nouveau conjoint. Donc, les enfants doivent s'habituer au nouveau conjoint, mais ils ont toujours leur papa biologique qui est là, qui est présent, qui est aussi important. Donc, avec famille d'accueil, la nuance, c'est que, dans notre cas en tout cas, c'est que les parents n'étaient plus là, ou presque plus là. Donc, l'enfant
il y a un lien qui est brisé un peu avec son père ou avec sa mère, ou les deux. Donc là, il ne le voit plus nécessairement. Dans notre cas, il y a des cas où ils vont continuer à les voir, là. Mais tu fais une des enfants, elle ne voyait plus sa mère, mais elle voyait ses grands-parents pendant un certain temps. Puis, donc ça aussi, c'est un défi parce que là, quand ils vont voir les grands-parents de la famille biologique, là, quand ils reviennent, ils sont un peu déséquilibrés là, par rapport aux valeurs, par rapport à ce qu'ils doivent faire, à leur attachement aussi avec la famille biologique. Donc, c'est un autre défi pour en famille d'accueil d'avoir des enfants que la relation avec la famille biologique est partiellement ou totalement coupée. Contrairement à une famille recomposée, ben là, le défi, c'est l'acceptation du nouveau conjoint, une nouvelle conjointe. Puis, ouais, c'est une différence importante à ce niveau-là. Est-ce que ça t'arrive de parler des sujets difficiles ou émotionnels d'une façon, comment dire, simple avec les enfants ou il y a quand même cet aspect aussi de retenue, qu'est-ce qu'on dit pas, comment tu fais dans ces cas-là? Ben nous, étant déjà très ouverts, en fait, on discute de tout. Ça se passe beaucoup au moment du repas du soir, là, au souper, où on va aborder que ce soit un aspect de la sexualité, de la violence, on va en parler, des émotions, on va en parler aussi. Il y en a parmi les enfants qu'on a ou qu'on a eu que les émotions, il n'y avait aucun mot, là, il n'était pas capable de mettre un mot sur une émotion. Et ça, c'est difficile d'échanger parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle ressent profondément. Donc, oui, on discute ouvertement de tous ces sujets-là. En fait, il n'y a pas eu de sujets difficiles. Des sujets qu'on trouve là, habituellement difficiles, là, que je reviens, je pense à la sexualité et tout ça. Ben, nous, on a été toujours très transparents par rapport à, tu sais, rien, c'est pas caché là, que c'est une abeille qui s'en vient sur une fleur. Il n'y a pas eu d'analogie ou des images. C'était franc, clair de qu'est-ce qui se passait. Puis je pense que ça les a amenés quand même à être plus matures et pas se raconter d'histoires. S'il y avait un épisode à la télévision qui se passait, puis que, oh, OK, ça, c'est un peu plus intime, ben, on en parlait ou on le démystifiait, on rendait ça beau, on mentionnait que c'était beau et tout ça, là. Des fois, les enfants, hein, ils voient deux personnes s'embrasser, puis ils se cachent. Et là, ben, ça, c'était un moment, ben ça, tu vois, des anecdotes, mais la famille, tout le monde est dans le salon en train d'écouter l'émission. Puis là, ben, il y a un monsieur et une madame qui s'embrassent, ou peu importe si c'était un homme, une femme ou deux femmes ensemble. Puis là, ils se cachaient les yeux. Puis là, ben voyons, comment ça, là, viens-t'en, on va parler. C'est beau, c'est un baiser, c'est de l'amour et tout ça. Donc, on n'a pas eu de sujet qu'on, nous, on considérait difficile, mais ça se faisait naturellement. Des fois, en passant par l'humour, hein, on glissait, on faisait l'éducation à travers l'humour, à travers tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé la question en disant ah, j'aurais aimé savoir ça avant de jouer ce rôle-là? Non, je pense que, en fait, tout le processus avant que tu commences à recevoir des enfants, c'est presque un an, hein. Donc, la démarche, les rencontres, donc t'es préparé avec la direction de la DPJ. Donc, on s'attend, on comprend notre rôle, puis il y a un éducateur ou il y a quelqu'un qui est assigné à notre famille, donc il y a des discussions avec par rapport à notre rôle. Mais j'ai pas eu de surprise. C'est pas rien que j'aurais dû savoir ça avant. En fait, il y a des services qu'on aurait dû avoir, mais au niveau de l'information, je pense qu'on était très bien préparés. Ben, les deux, Marie-Hélène et moi, on est des gens on se prépare, dans tout ce qu'on fait, là, on est des gens très organisés. Donc, on n'a pas eu de surprise. Mais il y a des services qu'on aurait aimé avoir pour nous soutenir qui n'étaient pas nécessairement toujours disponibles, qui auraient été utiles pour nous, pour les enfants aussi. Mais pas de surprise par rapport à notre rôle.
Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec ton papa de ton rôle de papa d'accueil? Mmh. Puis est-ce qu'il comment il voyait ça de son côté? Ah, Est-ce que c'est une bonne question, hein. Ah non, j'ai pas discuté de ce rôle-là, mais ça s'est fait naturellement. Parce que mon père, moi, il habitait à Trois-Rivières et nous, on était à Lanoraie, là, dans Lanaudière. Puis, quand j'ai emménagé avec Marie-Hélène, bon, ben, voici, on va avoir des filles, il y a des enfants qui vont rester avec nous. Puis c'est vrai, il a jamais, lui-même, il a jamais posé de questions. On dit comment, tu sais, comment ça, comment tu vas faire, pourquoi c'est pas tes enfants? Mon père était quand même plus, il avait quoi, à peu près 70 ans quand que 70, 72 ans. Donc, il aurait pu faire, ben voyons, Patrick, c'est pas tes enfants, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, il aimait beaucoup les enfants qui venaient, là, il était content de les voir, puis, mais ça s'est fait, on n'en a jamais parlé, et c'est un bon point, mais ça s'est fait tout naturellement. Ils venaient nous visiter, on allait chez eux, à Noël, on les voyait. Ils les voyaient pas très souvent parce qu'à cause de la distance, mais non, j'ai pas eu la discussion, mais ça aurait été une discussion intéressante de voir qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, mais il y a pas, ça n'a pas à donner. parce qu'il s'est, je pense, retrouvé aussi comme un grand-papa, indirectement? Ouais, c'est vrai. Mais il a pas été, c'est ça, il a vu à cause de la distance, les enfants, ils le considéreraient pas là, comme son grand-père, comme leur grand-père. Le père de Marie-Hélène, par contre, lui, il a un rôle, ben, il habite ici, donc il est tout près, un rôle plus présent. Donc lui, des fois, les filles, ben, ils considèrent lui comme leur grand-père parce qu'ils vont souvent là. À chaque semaine, ils vont le voir, là, donc depuis plusieurs années. Donc, c'est plus son rôle à lui. Ça serait intéressant de poser la question à Marie-Hélène si elle a parlé de son rôle de maman d'accueil avec son père. Je suis sûr qu'elle a dû le faire. Est-ce que ton papa, heu, t'a t'a influencé dans ton rôle de papa? Un conseil qu'il t'avait donné jeune en tant qu'enfant que tu dis: C'est ce que j'applique avec mes enfants d'accueil», comment est-ce qu'il y a un truc qui a influencé ton rôle de papa? Oui, mon père, c'est pas nécessairement des conseils qu'il m'aurait donné, mais moi, je le regardais aller. Donc, je l'ai vu comment il agit avec moi et ben, j'ai reproduit des choses que lui faisait. Donc, d'aller, mon père m'amenait travailler avec lui. Il allait travailler dans des maisons. Il faisait de la peinture, il était peintre dans des maisons. Puis, donc, il m'amenait pour l'accompagner, pour l'aider. Donc, là, tu m'en parles, puis c'est là que j'en prends plus conscience, mais les filles, quand j'allais couper du bois, j'allais faire du ménage dans la cour, aller faire des travaux, ben, j'amenais les filles avec moi pour, en fait, pour être présent. Donc, c'est un autre moment d'échange, hein. C'était pas du jeu à ce moment-là. Là, c'était plus un travail. Donc, c'est de les inclure pour voir une autre facette de la vie. Puis je pense que c'est ça, c'est l'influence de mon père de m'amener partout quand il faisait des travaux ou son travail, donc de m'impliquer dans dans le processus. Tu as de l'expérience dans la vie, Patrick, que ce soit aussi, à travers ton entreprise, des expériences professionnelles, des hauts et des bas aussi dans la vie. Puis les enfants que tu accueilles sont aussi des enfants qui ont eu des hauts et des bas dans leur vie. Comment fais-tu pour les préparer à affronter les difficultés de ce monde extérieur? Mhm. Principalement, tu vois, on a eu les conversations même récemment, là, dans la dernière année. Euh, ben, c'est de parler, de mentionner, tu sais, d'échanger en fait avec que ce soit c'est quoi les craintes que tu as, comment ça s'enligne là, pour ton avenir, les études, l'importance des études. Donc, c'est de partager notre vécu, notre point de vue, mais sans l'imposer. Ce qui est difficile aussi à faire comme parent parce qu'on pense qu'on a la meilleure formule, puis c'est pas nécessairement vrai. Donc, c'est de vraiment d'écouter, de partager avec l'enfant,
pour, par rapport à nos expériences. On peut lui dire, ben, par exemple, je suis passé déjà par là, ben, peut-être que toi aussi, tu devras y passer parce que pour vraiment comprendre et saisir l'importance, ben, tu dois le vivre. J'ai beau te dire que tu dois aller à droite, mais tu vas peut-être essayer à gauche en premier. Donc, je pense que c'est dans l'écoute et le partage, ouais, de partager son vécu, notre point de vue, puis de laisser vivre les expériences. Est-ce que tu as eu, dans ton rôle de papa, un défi? Tu considères peut-être le plus grand défi que tu as pu avoir ou affronter et comment tu as fait pour le surmonter? Euh, ben, le défi est assez récent. Euh, une des jeunes filles qui était à la maison a beaucoup de difficultés, que ce soit à l'école, dans la vie en général. Donc, le défi, c'est de la rendre autonome, puis de lui transmettre l'importance euh, de travailler, l'importance d'aller à l'école, de poursuivre des études, au moins de finir le secondaire. Le défi est là, puis il est encore présent là, dans notre vie. C'est beaucoup à ce niveau-là. L'importance de prendre soin de soi, l'idée de la non-violence. Il y a beaucoup, ça, c'est le défi présentement, c'est de l'amener à prendre conscience de tous ces aspects-là. Puis c'est très difficile. Ça, c'est le défi là, présentement au niveau de cette personne-là. Donc, de l'amener pour qu'elle soit heureuse et bien, mais elle doit prendre conscience de tellement d'éléments autour d'elle que c'est un énorme défi pour elle aussi. Là. Mais pour nous, pour transmettre cette information-là, le défi est grand. Est-ce que tu as mis en place des stratégies ou tu as testé des stratégies pour essayer on dire, d'affronter un peu ce défi-là ou de le gérer d'une façon ou d'une autre? C'est ouais, à un moment, c'est ça, on est un peu limité. On va chercher les stratégies, sont d'aller chercher du support, donc avec avec des organismes, avec d'autres parents ou des gens qui sont habilités. Mais tu sais, maintenant, elle aussi, elle est majeure maintenant, mais elle a besoin de nous davantage. Donc, c'est d'aller chercher des ressources. Donc, on teste des choses avec des ressources, justement. Puis, pour voir comment ça va aller, sur quoi ça va déboucher. Mais en réalité, on peut pas on peut pas le faire à sa place. Hein? Donc, on peut transmettre de l'information, on peut donner des conseils, chercher des ressources extérieures. Mais si la personne est dans le déni, elle ne veut pas le faire, elle veut pas collaborer, ben c'est là le défi est là. Là. Donc, il faut l'amener à collaborer. Mais tant qu'elle reste dans un mutisme et qu'elle elle veut pas, elle est dans le déni de sa situation, c'est très difficile. Donc, les stratégies, c'est d'aller chercher de l'aide. Mais en bout de ligne, ça va être à cette personne-là de l'accepter ou pas. Est-ce que tu as, non, on va dire, des traditions de famille que tu as pu transmettre à ces enfants ou que tu aimerais transmettre venant en fait de ton propre vécu, que ce soit toi en tant que papa ou hem, avec comment ça s'appelle? Marie-Hélène. Marie-Hélène, avec Marie-Hélène en tant que parent? Ben, il y a une tradition qui a toujours été, c'était le repas du soir. Donc, la tradition est que euh, on n'a pas de téléphone, on n'a pas rien, on n'a pas de distraction et on est tout le monde ensemble à la table et on échange. Ça peut durer une demi-heure, là, si le repas c'est une demi-heure, sinon une heure, mais on prend le temps, tout le monde, de s'asseoir à tous les soirs ensemble. Puis là, ben, c'est là on va discuter des différentes problématiques. Tout le monde nous parle un peu de sa journée, comment ça a été. Et là, ben, on échange à ce moment-là. Donc, une tradition, oui, c'est la quotidienne.
Sinon, les traditions, c'est au niveau des fêtes, comme à Noël, c'est l'importance de se réunir à Noël, d'être avec les gens qu'on aime dans les moments, là, dans les fêtes annuelles, dans l'anniversaire de chacun, ben, c'est sa fête, donc on va être présent à chaque moment. Moi, dans ma famille, on n'avait pas vraiment de tradition. Même le souper là, de repas du soir, c'était même pas une tradition parce que mon père, lui, il travaillait de nuit. Donc, il quittait avant l'heure du souper, il quittait. Donc, je mangeais généralement seul. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a amené un peu aussi cette tradition-là, l'importance de s'asseoir tout le monde ensemble, puis de parler. On jase ensemble, tout le monde. On va voir comment on va, tout le monde. C'est un bon moment pour ça. Donc, ouais, repas tous les soirs, ça serait la tradition. En tant que papa Patrick, qu'espères-tu que les enfants diront de toi en tant que papa pour ceux qui viennent d'être adultes ou ceux à devenir? Que j'ai fait une différence, aussi minime qu'elle soit, qu'à un moment donné, il dit ah oui, c'est vrai, il voulait notre bien, il a toujours voulu nous aider, nous encourager. Tu sais, à un moment donné, la prise de conscience, de faire comme ah oui, c'est vrai, on a eu de l'amour, on a été encadrés, puis c'était parce qu'il nous aimait qu'il faisait ça, tu sais, qu'il nous demandait d'aller se coucher ou de, tu sais, des fois il y a des restrictions là ou des OK, c'est parce que c'était pour notre bien-être, ça, c'était pas juste pour nous achaler. Fait que c'est qui se disent, on était là pour eux, puis on a tout donné du meilleur de notre personne pour les faire grandir, les faire mieux évoluer dans le meilleur, dans le meilleur. Est-ce qu'elles ont déjà partagé quelque chose de ce genre-là avec toi? Marlie, la plus vieille, celle qui a quitté, elle a déjà avec nous, là, elle nous l'a dit à Marie-Hélène et moi. Mais les autres, ça va venir plus tard. Patience, 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 on va voir oui. avec le temps. En fait, il ne faut pas avoir d'attente, hein. C'est ça aussi, tu sais, d'être famille d'accueil, d'être papa, maman d'accueil. Il n'y a pas d'attente, hein. Tu sais, un jour, si ça vient, tant mieux. On est content parce que là, on a la confirmation qu'ils en prennent conscience, mais il ne faut pas avoir d'attente de dire, là, j'espère qu'il va me le dire et qu'il va s'en rendre compte. Bah, d'ailleurs, ça m'emmène à une question par rapport à d'autres papas d'accueil à devenir ou qui viennent de le devenir. Toi, en tant que papa d'accueil, as-tu un conseil à donner à ces futurs papas d'accueil ou qui viennent de l'être, Oui, de le faut devenir? le faire. Faut le faire pour les bonnes raisons. Puis c'est un engagement à long terme aussi. Donc, on le fait pas juste parce que ah, ben, ça va être le fun, là, ça va être cool de le faire, ou parce que il va y avoir des revenus, parce que une famille d'accueil, il y a des revenus attachés à ça. Donc, tous ceux qu'on a vus ou entendus, on en a entendu dans les médias aussi, il y a certaines familles qui le font pour l'argent. Donc, ça, c'est pas une bonne raison, évidemment. Donc, il faut le faire parce que tu as envie de donner de l'amour, d'échanger, de rendre le monde meilleur. Tu le fais vraiment parce que c'est un désir profond. Marie-Hélène avait ce désir-là hyper profond d'aider les gens. Donc, il faut le faire pour les bonnes raisons et faut embarquer là, à 100%. Donc, c'est pas bon, ben, je vais faire ça un mois ou 6 mois, un an, puis là, ben, si je suis tanné, ben, je vais m'en aller. On a un impact, un fort impact sur ces enfants-là. Et si on les abandonne, c'est encore un autre abandon qu'ils vont vivre. Donc, ces enfants-là ont vécu un ou deux, plusieurs abandons dans leur vie. Et là, on fait juste confirmer encore qu'ils vont toujours être abandonnés. Et donc, c'est le défi à chaque fois. Quand un enfant va d'une famille d'accueil à l'autre, ben, il y a un sentiment d'abandon à chaque fois. Donc, futur papa d'accueil, ben, il faut le faire pour les bonnes raisons, puis s'engager. Puis on dit, je le fais, puis ça peut être pour les 15 prochaines années. Bah, à travers ce que vous faites, vous ramenez quand même une certaine stabilité
Mhm. dans la vie des enfants. Donc, il y en a qui sont peut-être très temporaires en fonction de l'âge, comme tu me l'as expliqué. Mais celle qui avait à 8 ans, Marie-Lie, puis partir va à 23 ans, puis le contact, il est toujours là. C'est pas comme t'es adulte maintenant, merci, au revoir. Donc non, Ben non, c'est ça. ça se construit avec le temps, c'est toujours là. Ça qui Mhm. est quand même assez fort par rapport aux différences de rôle de papa, mais de liens de famille et des conceptions, on va dire, de société qui est autour de ça. Oui. C'est un très, très bon point que tu emmènes avec ça. C'est pas juste les questions de dire, bah, vous êtes payé pour ça, puis hop, merci, au revoir. C'est, Non, puis c'est ça, à 18 ans, techniquement, ils doivent quitter, mais Marley a décidé de quitter elle-même parce qu'elle était assez mature, elle avait son autonomie, mais elle aurait pu dire, elle aurait pu demander, écoute, je suis pas à l'aise de partir tout de suite, mais nous, on aurait fait, ben oui, reste encore, là, le temps que tu as besoin, parce que l'enfant fait des efforts, il y a une évolution, donc on voit la bonne volonté, c'est pas pour profiter, donc c'est ça, ça devient nos enfants, veut pas, là. Patrick, comment tu as travaillé avec Marie-Hélène pour élever les enfants là? Comment vous avez partagé les rôles? Ça s'est passé naturellement? Comment ça s'est fait en tant que parent? Euh, ben, je pense que naturellement, c'était selon nos intérêts de qu'est-ce qu'on avait à faire. Donc, le partage des responsabilités, on a toujours été clair. Donc, comme on disait au début de l'entretien, ben moi, j'étais plus au niveau, moi, j'étais le divertissement, là. Moi, j'amenais les enfants à faire des activités. Pour les amener au musée, les amener à vivre des expériences à l'extérieur. Puis, Marie-Hélène, c'était plus l'encadrement dans la maison. Donc, c'était plus à l'interne, les amener en voyage, c'était plus dans ça. Moi, c'était plus là, les activités extérieures, comme je disais, le musée, aller se promener, aller visiter Montréal, aller démystifier Montréal, parce qu'on est quand même à 1 heure, un petit village. Donc, l'amener à Montréal pour que les enfants se promener en métro, juste un tour de métro. Donc, c'est un peu... moi, j'étais la personne qui divertit. Moi, je suis celui qui divertit davantage. Puis Marie-Hélène, elle, c'est plus à la maison. Papa divertissement. Ouais, papa divertissement, c'est beau ça, papa divertissement. On apprend beaucoup de choses avec les divertissements aussi. C'est des leçons de vie juste à travers le jeu. Ah Je, oui, ah je- oui. je fais ça beaucoup avec mes team building, c'est que les gens, quand on sort d'un atelier ou quand on échange, je dis tout ce qu'ils apprennent sur eux, sur leur personnalité, juste en tapant des lumières sur un mur ou en Mhm. posant une question, puis ça part des discussions philosophiques profondes pendant 2, 3 heures. Ouais, absolument. Je vois le temps passer, puis j'ai encore 2 questions pour toi. La première, c'est quelle leçon de vie souhaites-tu transmettre aux enfants? Quelle leçon de vie. Hmm. Ben, en fait, c'est un peu à notre image. La leçon de vie, Marie-Hélène et moi qui voulons aider les gens. Donc, leçon de vie. Et je pense que Marlie en est un parfait exemple. Marlie, présentement, est préposée aux bénéficiaires. Elle étudie en soins infirmiers pour travailler en santé mentale. Donc, nous, on veut aider les gens, mais je pense que comme leçon de vie, c'est d'être là pour les autres. Donc Marlie qui incarne vraiment ça. Marlie, elle est là pour les autres, elle veut aider les gens qui ont de la difficulté, les gens qui sont plus vulnérables ou les animaux qui sont vulnérables, donc d'être là pour eux. Donc, je pense que la leçon de vie, c'est d'être présent pour les autres. Patrick, je t'avais demandé d'aller voir le site de conseil de papa Ab pour voir lequel des conseils, un ou plusieurs, qui t'ont marqué, influencé. C'est le moment de le partager avec moi et me dire pourquoi. Ouais, ben en fait, on a tous en nous quelque chose, il y a une étincelle à quelque part. Puis donc si on a des rêves à réaliser ou des objectifs, un projet, puis ça j'en parle depuis plusieurs années. Quand je l'ai lu sur le site là, j'ai dit ah ben ça c'est ça parce que j'en parle encore aujourd'hui.
je faisais une présentation sur le Sentier des Appalaches que j'ai fait là, en 2017, puis la présentation il y a à peu près 3 semaines. Puis je disais toujours, ben, on peut tous réaliser plein de grandes choses. Il suffit de le vouloir profondément dans nous. Donc, si on le veut vraiment, ben, tout est possible. Puis si tu le veux profondément, là, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Donc, c'est d'aller chercher la vraie raison qu'on a pour réaliser ce projet-là, ce défi-là, ou devenir papa d'accueil. Tu as un exemple, c'est un défi en soi, hein, c'est un projet, un gros projet. Donc, si tu le veux vraiment, ben, tu peux le faire, tu peux le réaliser. Donc, on a tous en nous la petite flamme, la petite étincelle pour réaliser des projets. Puis, ça n'a pas besoin d'être un grand projet. Je dis toujours aux gens, aller au coin de la rue à pied, c'est un grand projet pour certaines personnes. Hein? Donc, il y a pas de petits projets. Donc, mais pour vous, ça peut être un grand projet. Donc, aller puiser au fond de soi la raison, l'étincelle pour réaliser leur rêve ou leur projet. Ça, c'est très, très beau. C'est bien dit. C'est peut-être mieux que ce que moi j'ai écrit. Mais ça que je trouve intéressant, c'est que à travers un conseil, on peut avoir les histoires et les interprétations. On peut avoir les interprétations de chacun en fonction de nos propres expériences. Ouais, Mais notre aussi, vécu. chacun rattache une histoire, un vécu lié à ça. Mhm. Et ça que je trouve enrichissant, c'est qu'il y en a un, mais qui fait quand même plein de petits Oui, après. oui, absolument. Puis, tu vois, dernièrement, bon, comme tu sais, j'ai été hospitalisé pour une chirurgie. Puis, après la chirurgie, euh, je marchais le lendemain de la chirurgie, mais je faisais 50 mètres. Puis, je finissais mon 50 mètres, je revenais, puis je revenais à ma chambre. Puis, c'est là, en plus, là, j'ai renforcé encore l'idée qu'il n'y a pas de petit projet. Mon 50 mètres, j'ai travaillé fort pour le faire. Demain, ça va être 100 mètres. Demain, ça va être plus. Mais juste d'aller dans le corridor de l'hôpital, c'était ma montagne. Moi, c'était mon mont Everest, là, à ce moment-là. On arrive à la fin. J'ai un grand merci à te dire parce que j'ai beaucoup appris à travers ton rôle, à travers ce que tu fais. Puis je suis content d'avoir pris le temps avec toi pour montrer un autre aspect de rôle de papa, qui, je trouve que c'est de plus en plus un rôle qu'on peut assumer et qu'on peut jouer en pleine conscience. Mhm. Euh, Pas biologiquement forcé. Je trouve ça, on va dire, un autre angle de vue qui permet de montrer que le rôle de papa, l'éducation qu'on fait aussi avec le partenaire en tant que parent, il y a quand même un impact aussi. Mhm. Et c'est accessible aussi à tous. Et puis je garde ce que tu as dit, c'est que pour les bonnes raisons. C'est Mhm. de le faire pour les bonnes raisons sans oublier qu'on a un impact qu'on fait autour de nous. Merci d'avoir pris le temps de me montrer cet angle-là de papa. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir aussi avec moi et d'apprendre aussi avec toi. Donc Mais, j'ai pas vu le temps passer. ouais. J'ai écouté tout ce que tu as raconté. Il y a plein de questions aussi qui étaient sur les cartes que je t'avais pas posées parce que avec ce que tu disais, je dis, ah, il y a cette question-là, puis cette question-là. Mais en tout cas, je Ah, pense ouais. qu'on peut passer des heures autour de ça. Ben, merci de l'invitation, puis merci. C'est vraiment agréable que tu puisses faire cette émission-là. Comment on l'appelle? Un vlog, une entrevue vidéo. Ouais, Euh, podcast. En fait, le podcast maintenant est devenu vidéo, audio, et peu les deux. importe. Mais c'est Bon, les. ben, bravo, c'est une belle initiative. Je pense que certaines personnes vont sûrement se reconnaître dans différents conseils qui vont être donnés ou prendre les conseils de différents papas que tu interviews. Merci beaucoup pour ça, Patrick. Papa Patrick, je te libère maintenant. Je te laisse retourner t'occuper ou marcher un peu, faire un peu plus que 50 mètres. Je sais que tu fais Ouais, plus maintenant. ouais. Mais en tout cas, merci pour ce moment. Puis au plaisir d'échanger encore avec toi. Donc, on reste en contact pour ça. Super. Merci, Habib.